y a un moment, silencieux, presque imperceptible, où la personne empathique cesse de poser des questions. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de la haine. C'est le son intérieur d'une âme qui, après avoir tant compris, finit par se comprendre elle-même. Pendant des années, vous avez cru devoir expliquer ce que vous ressentiez. Que seul un échange de plus, une tentative de plus, un effort supplémentaire suffirait pour que l'autre personne prenne conscience de votre valeur. Mais le respect ne naît pas de l'insistance. Il naît de la prise de conscience. Et c'est précisément lorsque l'empathique se lasse, non par faiblesse, mais par lucidité, que quelque chose de sacré se produit. Ce qui était autrefois douleur se transforme en limite. Et ce qui était autrefois soumission devient pouvoir silencieux. C'est à ce moment précis que le narcissique commence à avoir peur. Car pour la première fois, il réalise qu'il a perdu le contrôle non pas d'une personne, mais d'un miroir qui le reflétait. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question simple. Écrivez en commentaire un mot qui décrit ce que vous ressentez en entendant ceci. Un seul mot. Cela peut être de la colère, de la fatigue, de la paix, de la clarté. L'important, c'est que ce mot vienne du plus profond de vous-même. Ainsi, nous créons un véritable espace, un refuge parmi ceux qui ressentent la même chose. Et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car la suite pourrait bien changer votre vision des choses. Carl Jung disait que ce que nous nions en nous-mêmes nous revient à travers les autres. C'est pourquoi les empathes et les narcissiques sont si fortement attirés l'un par l'autre. L'un représente le reflet de l'ombre de l'autre. L'empathique recherche l'amour, le narcissique recherche l'admiration, mais tous deux cherchent à se voir eux-mêmes. Le problème, c'est que la personne empathique confond empathie et mission. Elle croit que sa sensibilité est destinée à guérir les autres, sans se rendre compte que ce dévouement sans borne l'éloigne de sa propre âme. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « je voulais juste être compris » ? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à demander du respect à quelqu'un qui n'a jamais manifesté le moindre intérêt à vous le témoigner ? Jung appellerait cela une projection inconsciente, lorsque nous déposons sur l'autre la partie inachevée de nous-mêmes, le besoin d'être vu, entendu et aimé. Mais un jour vient, et peut-être ce jour est-il le vôtre, où l'âme de l'empathique se lasse d'être pédagogique. C'est épuisant d'expliquer l'évidence. C'est épuisant d'interpréter le silence de l'autre et de justifier l'absence de réciprocité. C'est fatigant, mais pas au point de vous décourager. C'est aussi fatigant que de se réveiller. Et cette prise de conscience constitue le tournant, car c'est à ce moment précis que la personne empathique cesse d'essayer de convaincre le narcissique et commence à s'écouter elle-même. La même voix qui disait auparavant « soyez patient » murmure maintenant « ça suffit ». Et ce « ça suffit » ne vient pas de la colère, mais de l'intégrité. C'est l'appel de l'âme qui réclame le retour à sa propre dignité. Avez-vous déjà remarqué comment un narcissique change lorsqu'il sent qu'il ne peut plus contrôler ses émotions ? Il éprouve de la peur, mais la dissimule sous un voile de dédain. Il éprouve un sentiment de perte, mais réagit avec ironie. Et derrière ce comportement se cache le vide que Jung appelait inflation de l'ego, la tentative désespérée de maintenir une image sans âme. L'empathique, en revanche, possède le trait inverse, un ego fragile, trop petit pour contenir autant de sentiments. Et c'est à l'intersection de ces deux extrêmes que se joue le drame, l'ego démesuré et le cœur ouvert. L'un tente de dominer, l'autre de comprendre, et tous deux se perdent. Mais lorsque l'empathe refuse finalement de jouer le jeu, quelque chose change dans l'énergie. Le narcissique ne comprend pas, mais il le ressent. Car le pouvoir de l'empathe n'a jamais résidé dans la mendicité, mais dans la suppression de l'énergie qui alimentait l'illusion. Quand il se tait, l'autre se retrouve confronté à son propre écho. Et c'est dans ce silence que le narcissique commence à se désintégrer. Mais c'est peut-être pourquoi Jung disait que l'inconscient se manifeste dans tout ce que nous nions. L'empathique, en niant ses propres limites, alimente le pouvoir de l'autre.
Mais lorsqu'il se voit vraiment lui-même, lorsqu'il reconnaît sa propre douleur, sans avoir besoin de la validation de quiconque, il traverse le miroir. Et de ce côté-là, il existe une force que le narcissique ignore, la force de la présence, la force de ceux qui n'ont rien à prouver pour rester entiers. Vous le sentez maintenant? Ce petit nœud dans ma poitrine, ce mélange de soulagement et de tristesse, c'est le début de la guérison. Car les personnes empathiques ne trouvent pas la libération en fuyant, elles la trouvent en comprenant. Et la compréhension est le plus grand acte d'amour que la conscience puisse s'offrir. Si quelque chose ici vous a semblé pertinent, laissez un commentaire. Pas pour moi, mais pour vous-même. Pour marquer ce moment où quelque chose en vous a commencé à changer. Jung croyait que la douleur était le messager de l'âme. Ce qui nous blesse le plus en silence recèle ce que nous avons le plus besoin de découvrir sur nous-mêmes. Ainsi, lorsque la personne empathique se lasse de demander le respect, elle accepte en réalité l'appel de l'inconscient, l'invitation à se retrouver, à récupérer l'énergie même qu'elle a projetée sur l'autre. Et le plus curieux, c'est qu'au moment précis où l'empathique cesse de mendier de l'amour, le narcissique se met à mendier de l'attention. Car le pouvoir change de main, ou plutôt, il retourne au cœur d'où il n'aurait jamais dû le quitter. Avez-vous déjà remarqué que le véritable respect n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'exiger? Cela se produit lorsque l'âme reconnaît sa propre lumière. Quand vous comprenez que votre sensibilité n'a jamais été une faiblesse, mais votre radar. Son empathie n'était jamais de la soumission, c'était de l'amour pur. Et maintenant, cela se transforme en discernement. Ce même cœur qui croyait autrefois devoir sauver un autre, comprend désormais qu'il ne peut offrir son amour que s'il reste entier. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel un être humain cesse de vivre à travers les autres et commence à devenir qui il est vraiment. C'est un voyage solitaire mais libérateur. C'est ainsi que la personne empathique découvre que le respect ne se demande pas, il se manifeste. Elle naît du regard de celui qui a enfin compris que son propre silence vaut mieux que 1000 explications. Si ces mots résonnent en vous, restez. Installez-vous confortablement ici, où l'invisible aussi parle. Ce qui suit est peut-être le moment le plus révélateur de tout ce parcours, car lorsque la personne empathique cesse de demander le respect, le subconscient du narcissique commence à réagir. Et c'est là que la véritable transformation commence à s'opérer. Mais d'abord, dites-moi quelque chose. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes tu, non pas par peur, mais par conscience? Laissez le silence parler pour vous. Si ces mots vous ont interpellé, vérifiez si vous êtes abonné, car les réflexions suivantes pourraient complètement changer votre façon de comprendre l'amour, les limites et le pouvoir de l'âme. Il y a toujours un moment discret, presque imperceptible, où l'âme commence à comprendre le schéma. Ce n'est pas un grand événement. Parfois, c'est juste un dîner silencieux, un regard indifférent, un mot prononcé sur un ton inapproprié. Mais au sein de cette empathie, quelque chose s'agite. C'est comme si, pour la première fois, le corps et l'âme refusaient de rester dans le même rôle. Vous essayez d'agir comme toujours, compréhensif, équilibré, disposé à dialoguer. Mais il se rend compte que, peu importe le nombre d'explications qu'il fournit, l'autre personne ne l'écoute pas. Et ce qui était autrefois perçu comme de l'empathie sonne désormais comme de la faiblesse. Dès lors naît une lassitude sacrée, non pas celle qui provient de l'épuisement physique, mais celle qui résulte de la saturation émotionnelle de celui qui a trop donné. Carl Jung disait que ce qui nous dérange le plus chez les autres est une part de nous-mêmes qui a besoin d'être reconnue. Mais la personne empathique vit ce dilemme de manière douloureuse. Il ressent la douleur des autres comme si c'était la sienne, ce qui fait de lui un véritable aimant pour les âmes blessées. Des personnes qui voient en lui une source inépuisable de compréhension. C'est le genre d'ami qui écoute pendant des heures les plaintes des autres, mais quand il a besoin de parler, il se rend compte que personne ne l'écoute. C'est le partenaire qui pardonne les insultes déguisées en blagues, croyant que l'amour peut enseigner le manque d'empathie.
C'est le fils qui, même adulte, recherche encore le regard approbateur d'un père froid, croyant qu'un jour il sera remarqué. Ces scènes sont silencieuses, mais l'inconscient enregistre chacune d'elles comme une vieille blessure. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela vous aussi, cette boule dans l'estomac quand quelqu'un vous manque de respect et que vous essayez de rationaliser en disant « il ne le pensait pas comme ça ». Ou cette sensation de lourdeur dans la poitrine après une dispute où, une fois de plus, vous vous excusez, non pas parce que vous aviez tort, mais parce que vous ne supportez plus l'atmosphère tendue. C'est le piège archétypal de l'empathique, porter la culpabilité des autres comme si c'était sa mission. Mais Jung nous rappellerait un point essentiel. L'inconscient ne fait pas de différence entre l'autre et soi-même. Lorsque vous acceptez le manque de respect, votre subconscient comprend que vous vous laissez blesser. Et ainsi, l'âme commence à se retirer comme pour dire « Je ne peux pas m'épanouir dans un champ où mes racines sont foulées aux pieds ». Nam, Jung utilisait une scène symbolique pour illustrer ce processus. Imaginez un enfant trouvant un oiseau blessé au sol. Elle le ramasse délicatement, le réchauffe entre ses mains et essaie de le faire voler. Mais l'oiseau affaibli mord le doigt de l'enfant. L'enfant a peur, mais au lieu de lâcher prise, il essaie d'être encore plus prudent. Et plus l'oiseau la blesse, plus elle essaie de le sauver. Jusqu'au jour où elle saigne. Non par colère, mais par conscience. C'est alors qu'on réalise. Il ne s'agit plus d'amour, mais de s'accrocher à la douleur. Et c'est peut-être là la métaphore la plus juste pour décrire la relation entre l'empathique et le narcissique. L'amour qui tente de sauver ce qui a déjà décidé de ne pas être sauvé. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous essayez de vous rapprocher de quelqu'un, plus vous vous éloignez de vous-même? Si cela vous est déjà arrivé, laissez un message ici pour que nous sachions que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Car il y a quelque chose de profondément humain à essayer de guérir ce qui a été blessé. Mais il y a quelque chose de divin à apprendre à ne pas saigner pour ceux qui ne veulent pas être guéris. Jung appelait le schéma qui nous fait croire que le véritable amour est un amour qui endure tout le temps, le complexe maternel. Nombre d'empathes ont grandi imprégnés de cette idée. La mère qui disait « ravale tes larmes ». Le père qui exigeait une maturité précoce, un environnement où trop ressentir était considéré comme un défaut. Ainsi, l'enfant apprend à faire taire sa propre douleur afin de préserver l'amour de l'autre. Des années plus tard, ce même schéma se répète dans les relations adultes. Vous donnez trop, vous expliquez trop, vous attendez trop. Mais derrière tout cela, l'inconscient hurle « si je comprends suffisamment, peut-être que cette fois-ci, ils m'aimeront vraiment ». Et c'est précisément là que le narcissique trouve un terrain fertile. Il perçoit le vide non comblé et le remplit, non pas d'amour, mais de pouvoir. Car pour le narcissique, l'empathique est une source d'inspiration. Et tandis que la personne empathique donne, elle se ressource. Mais tout change lorsque l'empathique commence à observer non pas l'autre, mais lui-même. Quand vous commencez à remarquer un schéma récurrent, les mêmes mots, les mêmes gestes, la même fin à l'histoire. Et quelque chose en lui commence à se demander « Pourquoi suis-je toujours attiré par le même type de personne ? Pourquoi est-ce que je reste silencieux quand je devrais parler ? Pourquoi est-ce que je me sens coupable de prendre mes distances avec ceux qui m'ont fait du mal ?» Ces questions sont le point de départ de l'alchimie de l'âme, car Jung disait qu'il n'y a pas de guérison sans prise de conscience. Et c'est la prise de conscience qui donne enfin un nom à la douleur. L'un des concepts les plus puissants de Jung est celui de l'ombre. Elle est tout ce que nous nions en nous-mêmes. Et pourtant, elle continue de nous guider sous la surface. L'empathique, en niant son propre ego, crée une ombre faite de colère refoulée, d'un désir de reconnaissance et d'un besoin de contrôle émotionnel. Lorsqu'il rencontre le narcissique, c'est comme si cette ombre prenait enfin forme. Il se voit dans le miroir, et le miroir le défie. C'est pourquoi, même blessé, il lui est difficile de s'en aller. Son inconscient le retient là jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Et la leçon est claire. Aimer une autre personne n'a jamais été une excuse pour s'abandonner soi-même.
Te souviens-tu de cette fois où tu as essayé d'expliquer tes sentiments et où l'autre personne a ri ou minimisé ce que tu disais? Ce sentiment d'être ridiculisé pour ressentir trop de choses. En effet, Jung dirait que c'est le moment où l'inconscient vous invite à prendre position, car l'âme ne peut plus supporter d'être réduite au silence. Et le corps le ressent. La fatigue augmente, le sommeil disparaît, l'appétit change, la poitrine se sent lourde. L'inconscient s'exprime à travers les symptômes. Et ce que vous appelez anxiété pourrait en réalité être votre âme qui tente de se libérer d'un lien invisible. Beaucoup de personnes empathiques confondent gentillesse et absence de limite. Mais la véritable bonté n'est pas passive, elle est consciente, elle sait jusqu'où elle peut aller sans se dissoudre. Et lorsque la personne empathique commence à poser des limites, le narcissique réagit avec fureur, comme un enfant frustré. Mais c'est le signe que le cycle est en train de changer. Une personne empathique qui apprend à dire non ne devient pas froide, elle devient entière. Et cela déstabilise le narcissique, car sa force provenait de l'assujettissement des autres. Le rapport de force change. Jung pensait que chaque rencontre humaine est un échange d'énergie entre les esprits inconscients. Rien n'est accidentel. La personne empathique attire le narcissique jusqu'à son réveil. Après cela, le lien commence à se défaire, comme un miroir qui se fissure silencieusement. Et par cette fissure, la lumière entre, la lumière de la prise de conscience, la lumière du « ça suffit », la lumière du retour au centre. Ce n'est pas facile. Il y a des jours où la personne empathique éprouve de la nostalgie, non pas pour la personne elle-même, mais pour l'illusion d'amour qu'elle a créée. Mais chaque fois qu'il résiste à la tentation de revenir, il récupère un autre morceau de son âme. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette étrange sorte de nostalgie, le désir ardent de quelque chose qui n'a jamais existé, mais auquel votre cœur croyait de toutes ses forces? Si c'est le cas, ne vous blâmez pas. C'est ainsi que l'inconscient enseigne, d'abord par les rêves, puis par la désillusion. Et la désillusion, bien que douloureuse, est le début d'une vision claire. Car ce n'est que lorsque le miroir se brise que l'on voit le visage derrière le masque. Peut-être, en silence, espérez-vous encore que l'autre personne changera. Mais Jung disait, on ne peut pas changer ce qu'on refuse de voir. Et le narcissique vit en fuyant son propre reflet. Tandis que l'empathique brille, le narcissique se cache. Et c'est le contraste entre les deux qui initie le processus de libération. L'empathie s'élève, le narcissique sombre. L'un gagne une âme, l'autre perd le contrôle. Si l'un de ces mots a résonné en vous, laissez un commentaire ici, afin que nous puissions ressentir cette communion silencieuse avec ceux qui ont déjà vécu la même chose. Car la guérison ne se produit pas d'elle-même, elle se produit lorsque la douleur trouve un miroir. Et peut-être êtes-vous vous-même ce miroir en ce moment, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'ils traversent. Carl Jung disait que l'âme ne peut tolérer le mensonge. Cela peut lui prendre du temps, mais elle finit toujours par retrouver la vérité. Et lorsque la personne empathique finit par se lasser de demander le respect, elle ne fait qu'écouter l'appel de son âme à vivre autrement, sans mendier l'amour, sans justifier la douleur, sans avoir besoin de se justifier. C'est le tournant, et ce qui suit est encore plus profond. Car la véritable confrontation n'est pas avec l'autre personne, mais avec le miroir intérieur que l'empathique a passé sa vie à éviter. Et quand ce miroir se retourne, quand l'âme se voit enfin sans masque, tout change. Restez. Car ce qui va être révélé pourrait bien être la clé manquante pour comprendre pourquoi la personne empathique, lorsqu'elle est fatiguée, ne perd pas, mais renaît. Il arrive un moment où la personne empathique cesse de pleurer pour l'autre et se met à pleurer pour vous. Ce n'est pas le même type de douleur. Avant, la souffrance était une tentative pour maintenir le lien vivant. Maintenant, c'est le deuil de tout ce qui a été donné sans retour. C'est le moment où la conscience s'éveille et réalise que l'amour ne peut continuer d'exister en l'absence de réciprocité. C'est précisément à ce point que Jung dirait « l'inconscient réclame l'équilibre ». Mais l'équilibre ne s'acquiert pas facilement.
Cela survient comme un tremblement de terre. Cela ébranle tout ce qui paraissait autrefois solide. Les croyances, les affections, les idéalisations. La personne empathique commence à regarder autour d'elle et à réaliser à quel point elle s'est niée au nom de l'harmonie, à quel point elle a confondu la paix avec le silence, l'amour avec le salut. Et c'est alors que le miroir s'inverse. Ce qui apparaissait auparavant comme de la lumière commence à laisser apparaître des ombres. Et si tout ce que vous croyiez au sujet de l'amour n'était que la surface de la vérité? Et si la compassion, qui a toujours été sa plus grande vertu, dissimulait aussi sa peur la plus profonde d'être seul? Carl Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil sans douleur. La conscience est comme un phare qui ne brille que lorsque la nuit est la plus sombre. Et pour les personnes empathiques, cette nuit arrive lorsqu'elles réalisent que le narcissique n'est pas seulement un méchant extérieur, mais aussi le symbole de leur propre ombre non intégrée. La partie de vous-même que vous avez toujours voulu voir reconnue, celle qui s'efforce trop de mériter l'amour. Elle croit que si elle est suffisamment compétente, elle finira par être choisie. Mais le narcissique ne choisit jamais, il capture. Elle se nourrit du reflet que projette l'empathe. Et la personne empathique, sans s'en rendre compte, confond le miroir avec l'amour. C'est une relation entre deux moitiés qui tentent de se compléter, sans réaliser qu'elles sont prisonnières du même vide. Pourquoi craignons-nous précisément ce que nous désirons le plus? Pourquoi cherchons-nous chez les autres ce qui ne peut naître qu'à l'intérieur de nous? Dans la pensée jungienne, le narcissique représente l'ego surdimensionné, le masque qui a besoin d'être admiré pour exister. L'empathe représente l'opposé, l'ego diminué, qui croit devoir disparaître pour être aimé. Les deux sont des distorsions d'un même axe, le moi fragmenté. Tandis que l'un se perd dans sa propre grandeur, l'autre se perd dans sa propre bonté. Mais leur destin est le même, l'oubli de soi. Lorsque Jung parlait d'individuation, il faisait précisément référence à ce cheminement, le processus d'union des opposés internes. Et l'empathie ne s'éveille que lorsqu'elle comprend qu'elle n'est pas née pour être le remède de quelqu'un d'autre, mais plutôt l'alchimiste de sa propre transformation. Car le véritable respect commence lorsque l'âme cesse de mendier de l'affection et commence à exiger une présence. Et si votre cœur n'était pas malade d'aimer trop, mais affamé de se découvrir lui-même? De nombreuses personnes empathiques se sentent coupables de commencer à prendre leur distance, comme si choisir sa propre paix était un acte d'égoïsme. Mais Jung dirait que c'est la première étape de la guérison, la réunion avec le vrai soi, celui qui était resté en sommeil sous des couches de bienveillance et de peur du rejet. C'est à ce moment précis que la douleur change de forme. Elle cesse d'être une blessure et devient un portail. La personne empathique commence à voir non seulement l'autre personne, mais aussi le schéma qui l'a amené là. Il se rend compte que son besoin de sauver les autres est en réalité le reflet d'une ancienne tentative d'être aimé inconditionnellement. Et vous? Avez-vous déjà réalisé que l'amour que vous vous êtes efforcé de donner aux autres était, en réalité, celui que vous espériez toujours recevoir? Ce réveil a une dimension profondément symbolique. C'est comme si la personne empathique, en disant « ça suffit », coupait le fil invisible qui la maintenait liée à l'archétype de la victime. Et lorsque cela se produit, l'énergie se transforme. Le narcissique, habitué à avoir le contrôle, a le sentiment de l'avoir perdu et réagit par la colère, la froideur ou la manipulation émotionnelle. Mais tout cela n'est plus efficace, car l'empathe, en retrouvant sa propre lumière, cesse d'être un miroir. Et sans miroir, le narcissique disparaît. Et si le silence de la personne empathique était la plus grande forme de résistance qui soit? Jung disait que l'ombre ne doit pas être détruite, mais comprise. Par conséquent, lorsque l'empathique s'éveille, il n'a pas besoin de haïr le narcissique. Il vous suffit de voir ce que cela symbolise. Il est le reflet du déséquilibre entre l'amour et les limites, entre le cœur et l'instinct. Le rôle du narcissique, dans ce théâtre inconscient, est de révéler le moment où l'empathique s'est oublié lui-même. C'est cruel, mais c'est exact. Car c'est dans ce miroir que l'âme apprend à se voir dans son intégralité.
Et c'est peut-être pourquoi la personne empathique ressent, après la rupture, un étrange mélange de soulagement et de chagrin. Le soulagement d'échapper à la prison émotionnelle et le chagrin de dire adieu à l'illusion qui le maintenait autrefois en vie. C'est comme se réveiller d'un rêve et sentir encore l'odeur de l'irréel. Mais c'est aussi le moment où l'âme respire pour la première fois. Te souviens-tu du moment où tu as réalisé que l'amour, à lui seul, ne suffisait pas? Ce moment où le cœur a compris ce que l'esprit avait toujours essayé de nier. De nombreuses personnes empathiques pensent que pardonner signifie tout accepter. Mais le véritable pardon n'est pas la soumission, c'est la libération. C'est lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de porter la douleur de quelqu'un d'autre sur vos épaules. Jung dirait que le pardon marque la fin de l'identification. C'est le moment où l'on cesse d'être un personnage de l'histoire et où l'on redevient l'auteur. Et à ce moment précis, l'empathique cesse de graviter autour du narcissique et commence à se recentrer sur sa propre âme. Le soleil change de position, et avec elle, tout l'univers intérieur se réorganise. Et si le véritable remède n'était pas d'oublier l'autre, mais de se souvenir de soi avec amour? La personne empathique qui s'éveille modifie le champ énergétique de tout ce qui l'entoure. Les mêmes personnes qui l'utilisaient auparavant commencent naturellement à s'en distancer. Les conversations changent, les intérêts changent, même le ton de la voix change. C'est comme si l'âme disait « Désormais, je ne me nourris que de vérité ». Et le plus curieux, c'est que dans ce processus, l'empathique devient ce que Jung appellerait un individu lucide, quelqu'un qui porte sa propre ombre avec dignité. Il n'a plus besoin de prouver sa bonté, il la vit en silence. Mais cette nouvelle force effraie ceux qui sont encore prisonniers de l'ancien schéma. C'est pourquoi l'empathe éveillé est souvent qualifié de froid, distant ou égoïste. Mais la vérité, c'est qu'il a tout simplement cessé de faire des sacrifices. Et dans cet acte d'intégrité, il a retrouvé la pureté qu'il avait toujours recherchée. Pourquoi le monde craint-il tant ceux qui ont enfin appris à dire non? Jung affirmait que le processus d'individuation est un voyage intérieur et non une fuite vers l'extérieur. Et l'empathique, au cours de son voyage à travers sa nuit obscure, découvre quelque chose qui le transforme à jamais. Le respect ne se demande ni ne s'exige. Il est le reflet de la valeur que l'âme elle-même reconnaît. C'est pourquoi une personne empathique guérie ne cherche pas à se venger. Il est tout simplement absent. Et dans cette absence, le narcissique ressent pour la première fois ce qu'est le véritable vide, celui que ni les applaudissements ni le contrôle ne peuvent combler. Si cela vous paraît déjà intense, attendez d'entendre la suite. Car ce qui suit n'est plus une question d'empathie et de tentative de libération de l'empathie, mais bien de l'inconscient qui commence à entraver le reflet de soi-même. Et quand le miroir se retourne, la donne change complètement. L'empathique commence à percevoir ce qui était invisible, la dimension spirituelle de cette rencontre. Il réalise que le narcissique était le messager de sa propre ombre, le gardien d'un savoir qui ne pouvait être révélé que par la douleur. Et ça change tout, car lorsque l'empathique comprend la fonction symbolique de la souffrance, celle-ci perd son pouvoir. Et si ce que vous appelez une relation toxique était en réalité un rituel d'éveil inconscient? La question n'est peut-être plus « pourquoi m'a-t-il fait ça ?» mais « pourquoi ai-je dû traverser tout cela pour me reconnaître ?» Ce changement de perspective marque le moment où l'âme prend enfin les rênes. C'est la naissance de l'empathe conscient, celui qui comprend sa propre part d'ombre sans s'y noyer. Et lorsque cela se produit, le cycle prend fin. Non pas par vengeance, mais par transcendance. La personne empathique n'a plus rien à prouver, être invisible, aimé et compris. Il souhaite simplement exister véritablement. Et c'est ce désir qui le libère. Mais la liberté a un prix. Pour voir ce que beaucoup préfèrent continuer de nier, l'amour qui se mue en emprisonnement, l'empathie qui devient autodestruction, le silence qui révèle un égoïsme déguisé en affection. Tout est mis au jour. Et c'est ici, précisément ici, que la personne empathique doit choisir entre répéter le même schéma ou se réinventer. Et si le véritable amour
ne consistait pas à se donner soi-même, mais à préserver ce qui est sacré en soi. Carl Jung a dit que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et c'est ce que fait la personne empathique lorsqu'elle cesse de demander le respect. Elle descend au plus profond d'elle-même, regarde dans l'abîme et en revient avec le feu de la connaissance de soi entre ses mains. C'est dans ce feu qu'il consume ses anciennes versions, le sauveur, le martyr, le guérisseur blessé. Et ce qui reste après les cendres, c'est l'authenticité. Es-tu prêt à regarder cette flamme qui brûle en toi? Car ce qui suit est la révélation la plus dérangeante et la plus libératrice de toutes. Celui qui prouve que le narcissique n'a jamais été l'ennemi, mais le reflet le plus frappant de leur propre déni. Restez, car ce qui va être révélé ensuite pourrait bien transformer complètement votre façon de comprendre l'amour, l'ego et l'âme humaine. Il existe une phase durant laquelle la personne empathique, même après avoir pris ses distances, ressent encore en elle l'écho de la relation. Il change de numéro, évite les conversations, tente de combler le vide, mais quelque chose persiste, comme une ombre silencieuse. C'est ce que Jung appelait l'énergie psychique non résolue, le lien qui se maintient non par la présence, mais par la charge émotionnelle. Le corps est libéré, mais l'esprit reste prisonnier. Et c'est à ce moment précis que la conscience doit choisir entre répéter le cycle ou le briser une fois pour toutes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les personnes empathiques possèdent une sorte de mémoire émotionnelle élargie. Des études récentes en neurosciences montrent que les personnes ayant une forte empathie présentent une activité accrue dans le cortex insulaire et le cortex préfrontal médian, des régions liées à la perception de la douleur et à la moralité. Cela signifie que l'empathique ressent littéralement la souffrance de l'autre dans son propre corps. Quand quelqu'un vous fait du mal, la douleur n'est pas symbolique, elle est physique. C'est pourquoi il lui faut autant de temps pour prendre ses distances, parce que l'inconscient confond la souffrance de l'autre avec la sienne. Et si la douleur que vous ressentez n'était pas vraiment la vôtre, mais l'écho de celle de quelqu'un qui ne savait pas comment gérer la sienne? Carl Jung affirmait que la psyché humaine est comme un champ électrique. Toute énergie refoulée a besoin de trouver un canal pour s'exprimer. Le narcissique, en niant sa propre souffrance, la projette sur ceux qui peuvent la ressentir pour lui, les empathiques. C'est un échange invisible, mais puissant. Pendant que le narcissique se défoule, l'empathique absorbe. C'est le phénomène que Jung appellerait contagion psychique, lorsque deux âmes entrent en résonance, mais qu'une seule emporte le poids. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir parlé à certaines personnes, votre énergie chute brutalement, comme s'il existait un système de drainage invisible? C'est exact. Le corps ressent ce que l'inconscient n'a pas encore compris. Et c'est là que réside le danger. Lorsque la personne empathique s'habitue à l'épuisement émotionnel, elle commence à l'appeler amour. Si cette révélation vous a touché, faites-le nous savoir dans les commentaires. Car l'admettre est déjà un acte de courage. Il existe des histoires vraies qui révèlent le pouvoir destructeur de ce schéma. Un thérapeute suisse a rapporté le cas d'une patiente qui a vécu pendant 12 ans avec un partenaire narcissique. Elle avait commencé comme une femme joyeuse et créative, mais elle a peu à peu perdu ses couleurs, son appétit, son rire. Le corps est tombé malade sans diagnostic apparent. Jusqu'à ce que, lors d'une séance de régression symbolique inspirée par la psychologie jungienne, elle décrive la sensation d'être vidée jusqu'à l'os. Et lorsqu'elle a finalement décidé de partir, quelque chose de surprenant s'est produit. Elle a commencé à rêver, chaque nuit, du visage de son partenaire se brisant en éclats de verre. Jung appellerait cela la désintégration de l'image archétypale, lorsque l'inconscient tente de libérer le symbole qui emprisonnait l'énergie vitale. Avez-vous déjà fait des rêves étranges après vous être éloigné de quelqu'un qui vous faisait du mal? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'inconscient qui tente de vous rendre ce qui ne vous appartient plus. Jung disait que ce à quoi nous résistons persiste. Et c'est précisément ce qui se produit lorsque la personne empathique tente de rationaliser le traumatisme.
Il veut comprendre, justifier, analyser, mais la guérison n'est pas mentale, elle est symbolique. Tandis que l'empathique recherche la logique, l'inconscient s'exprime par images, métaphores et symptômes. C'est le corps qui le ressent en premier, le rêve qui nous avertit en premier. L'esprit vient après. C'est pourquoi Jung insistait sur le fait que la souffrance est le messager de l'âme, et l'ignorer revient à déchirer une lettre écrite par Dieu. Mais il y a un paradoxe. Plus une personne empathique s'éveille, plus elle devient sensible. Il commence à remarquer des mensonges qui étaient passés inaperçus auparavant. Ressentez l'atmosphère d'une pièce, l'intention derrière un regard, l'énergie d'un mot, et cela l'isole. Car le monde moderne, bruyant et superficiel, ne supporte pas ceux qui en voient trop. Et si votre sensibilité n'était pas une malédiction, mais le prix de la lucidité, des recherches menées par l'université de Berkeley montrent que les personnes très empathiques présentent un niveau d'activité plus élevé dans l'amygdale, la zone du cerveau associée à la réponse émotionnelle primaire. Cela les rend plus compatissants, mais aussi plus vulnérables aux abus émotionnels. Jung dirait qu'il s'agit du déséquilibre entre l'anima et l'animus. Le principe féminin de compassion doit être équilibré par l'énergie masculine de limite. Sans cet équilibre, l'âme se retrouve exposée, comme une maison sans porte. Mais l'empathe éveillé commence à apprendre quelque chose de nouveau. Les limites sont aussi une forme d'amour. Dire non calmement guérit plus que 1000 tentatives pour plaire. Le silence conscient est plus puissant que 1000 explications. Et c'est précisément cette nouvelle posture qui désarme le narcissique. Et si le véritable amour consistait en réalité à protéger ce qui est sacré en vous? Il existe une vieille histoire que Jung avait coutume de citer, la parabole du gardien du pont. La légende raconte qu'un voyageur traversait un vieux pont lorsqu'il aperçut de l'autre côté un homme désespéré, avec une corde autour du cou. L'homme a supplié « Tenez cette corde ou je vais tomber ». Ému, le voyageur s'accroche et réalise qu'ils sont désormais tous deux piégés. S'il lâche prise, l'autre meurt. S'il s'accroche, il ne peut plus continuer. Le voyageur s'écrie « Que puis-je faire pour vous sauver sans tomber avec vous ?» Et l'homme répond « Rien, tu peux seulement me tenir. » À ce moment-là, le voyageur comprend la vérité et dit « Alors, je choisis de vivre » et lâcher la corde. Voici la métaphore parfaite pour une personne empathique. Elle ne commence à vivre pleinement que lorsqu'elle décide de se libérer d'un fardeau qui n'a jamais été le sien. Combien de fois vous êtes-vous accroché à une corde émotionnelle qui vous entraînait vers l'abîme? Carl Jung a déclaré que « nul ne devient conscient sans souffrance ». Et la douleur de l'empathique est à la fois le poison et l'antidote, parce que c'est elle qui lui fait prendre conscience du schéma qu'il faut briser. C'est elle qui le force à sonder son fort intérieur et à découvrir l'origine de son habitude de se sacrifier. Cette habitude prend presque toujours naissance dans l'enfance, chez l'enfant qui apprenait à déchiffrer l'humeur de ses parents avant même qu'ils ne parlent, à anticiper leurs réactions, à prendre soin des autres pour éviter le chaos. Cet enfant est devenu un adulte qui confond l'amour et le contrôle émotionnel. C'est pourquoi la personne empathique, même en silence, garde son corps en alerte, toujours prête à se défendre, mais incapable d'attaquer. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit lorsqu'on vous manque de respect? Une boule dans l'estomac, un frisson, une fatigue soudaine. L'inconscient s'exprime par le langage corporel, et l'empathe éveillé apprend à l'écouter comme on écoute la sagesse ancestrale. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Lorsque la personne empathique commence à guérir, le narcissique le perçoit. Il perçoit le changement de fréquence et tente de renouer le contact, non par amour, mais par besoin de contrôle. C'est ce que Jung appellerait le retour de l'ombre, lorsque l'inconscient tente de rétablir l'ancien équilibre des pouvoirs. Le narcissique réapparaît avec des gestes tendres, des messages confus et des souvenirs partagés. Mais à présent, l'empathe perçoit la différence. Il ne ressent plus de peur, il ressent de la clarté. Et cette clarté est la libération ultime. Et si la véritable vengeance consistait simplement à cesser de réagir? Un fait curieux se dessine.
Les psychologues qui étudient les relations abusives affirment que le narcissique s'effondre lorsqu'il perd le miroir énergétique de l'empathique. Il est intérieurement fragmenté car la réflexion qui soutenait son ego a disparu. Cela explique pourquoi tant de personnes tentent de revenir, de supplier, de manipuler. Mais l'empathique mature le comprend déjà. Il ne s'agit plus de colère, mais de compassion lucide. Il regarde l'autre et voit une âme prisonnière de son propre masque. Et dans ce regard réside la libération pour les deux. Si cela vous a interpellé d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire, non pas pour approuver, mais pour reconnaître qu'en vous aussi, quelque chose a commencé à se libérer. Carl Jung a dit que l'âme guérit lorsqu'elle devient authentique. Et l'authenticité est le contraire de plaire aux autres. Il s'agit de vivre en accord avec ses sentiments, même si cela implique de ne pas obtenir l'approbation des autres. Par conséquent, une personne empathique guérie n'a pas besoin de public. Il trouve la paix dans la solitude, la beauté dans le silence et la vérité dans les pauses. Ce même cœur qui tremblait autrefois à l'idée d'être abandonné vibre désormais de la joie de la liberté. Mais ce nouvel état n'est pas une fin, c'est un seuil, car l'empathe éveillé, en comprenant sa propre douleur, commence à percevoir un but plus grand, découvrir ce que l'âme voulait révéler à travers le narcissique. Que révélait finalement cette relation sur leur propre essence? Et c'est là que la révélation la plus profonde commence à prendre forme, lente, symbolique, inévitable. Et si le narcissique n'était jamais venu vous détruire, mais pour vous rendre la part de votre âme que vous aviez oubliée, ce qui va être révélé pourrait bien changer complètement votre compréhension de la douleur, du destin et du sens caché des relations. Restez, car la prochaine étape est celle où tout ce qui semblait être de la souffrance commence à se transformer en force intérieure. Il y a un moment silencieux et dévastateur où l'empathique cesse enfin de lutter contre l'autre et commence à se confronter à lui-même. C'est ici que l'histoire change de lieu. Le champ de bataille n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et tout ce qui paraissait auparavant évident chez le narcissique se révèle désormais comme le reflet d'un conflit ancestral entre la lumière et l'ombre, l'amour et le pouvoir, la soumission et la survie. Carl Jung appellerait ce moment la descente dans l'inconscient, l'inévitable voyage au cœur de son propre abîme. Car la guérison, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une ascension, c'est une chute lucide. La personne empathique descend, non par faiblesse, mais par courage. Descendez pour retrouver les voies que vous avez toujours essayé de faire taire, la colère, la fierté, le désir, la peur du rejet, l'instinct de conservation. Tout ce qu'il considérait autrefois comme faux l'appelle désormais par son nom. Et ce qu'il craint le plus, ce n'est pas l'obscurité, c'est ce qu'elle révèle. Car dans les profondeurs de l'inconscient, il n'y a ni masque, ni bonté artificielle, ni salut, seulement la vérité nue de l'âme. Jung a dit, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et c'est exactement ce qui se produit. L'empathie s'éveille. Mais l'éveil ne survient pas dans une douce lumière. Il survient dans des éclairs violents qui déchirent les illusions accumulées tout au long d'une vie. Il commence à comprendre qu'il n'était pas seulement une victime, mais aussi complice de son propre emprisonnement. Car aimer sans limite est, à un certain point, une manière déguisée de vouloir contrôler son destin. Et vouloir guérir les autres est parfois une tentative d'échapper à sa propre guérison. Une personne empathique ressent la honte, la colère, le poids de la culpabilité et l'amertume de la déception. Mais c'est ainsi que l'inconscient le façonne, en déconstruisant l'ego pour révéler le soi. L'ego, ce petit tyran qui veut être aimé, respecté, compris, commence à s'effondrer. Et de ces fissures naît une nouvelle conscience, une présence qui observe sans juger, qui ressent sans mendier, qui aime sans se perdre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est également prêt pour le changement, prêt à franchir la frontière entre l'amour idéalisé et l'amour conscient, entre l'empathique blessé et l'empathique éveillé. C'est à ce stade
que les archétypes s'affrontent. L'ombre apparaît devant lui comme un miroir sombre. Cela révèle tout ce qui a été nié. La jalousie, l'orgueil, le désir de vengeance, le désir d'être reconnu, la douleur de ne pas avoir été choisi. Et l'ombre parle, d'une voix ancestrale, tant que vous niez ce que vous ressentez, vous resterez prisonnier de ce que vous essayez de pardonner. L'empathique comprend alors ce que Jung a toujours voulu dire. L'ombre n'est pas l'ennemi, elle est la gardienne de la plénitude. Elle est le pont qui ramène l'humanité à sa propre intégrité. Et dans cette rencontre, l'empathique ne pleure pas de tristesse, mais de révélation. Car il comprend que la partie de lui qui souffrait le plus était celle qui l'aimait le plus. Son âme, qui implorait enfin d'être vue. L'ombre, le narcissique, le traumatisme, tout se fond en une seule image. La quête de l'unité. La blessure et le guérisseur, la victime et la personne résiliente, celui qui donne et celui qui prend. Tous coexistent au sein d'un même cœur. Avez-vous déjà ressenti cette étrange fusion de douleur et de gratitude, ce moment où la souffrance cesse d'être une punition et commence à être comprise? C'est là que la personne empathique se transforme. L'archétype du personnage, ce masque social qui disait « je suis le bon, je suis le compréhensif », commence à s'effriter. Car l'empathe éveillé n'a plus besoin d'apparaître comme lumière. Il est lumière et ombre aussi. Elle n'a plus peur de sa propre intensité. Elle ne demande plus la permission de ressentir. Elle ne cherche plus à se conformer à des moules moraux. Il devient authentique. Et l'authenticité, comme le disait Jung, c'est le visage que nous portons devant Dieu. À ce stade, quelque chose de presque mystique se produit. L'empathique commence à ressentir le soi, l'étincelle divine, le noyau inébranlable de la psyché. C'est comme redécouvrir son cœur après des années passées à vivre en dehors de celui-ci. Tout devient clair, même dans l'obscurité. Le narcissique perd son rôle central, la douleur perd sa domination, le passé perd de son poids. La personne empathique comprend qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait juste besoin de se souvenir. Mais ce souvenir est intense, presque insupportable. C'est comme mourir et renaître dans la même nuit. Jung décrivait ce processus comme la mort symbolique de l'ego, le sacrifice des illusions pour la naissance du soi. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sentent seules pendant leur convalescence, parce que le monde qui existait avant la conscience ne les reconnaît plus, et le nouveau monde n'a pas encore été construit. Avez-vous déjà ressenti ce vide entre qui vous étiez et qui vous devenez? Ce sentiment de n'appartenir à aucun endroit? C'est le berceau de la transformation. Le silence avant la renaissance. La pause où l'inconscient se réorganise pour donner forme au nouvel être. L'empathique comprend désormais. Le narcissique n'a jamais été l'ennemi. Il a été le catalyseur. L'étincelle qui a déclenché le processus d'individuation. Sans elle, la douleur ne serait pas venue, et sans douleur, l'éveil n'aurait pas eu lieu. C'est une compréhension qui transcende la morale. Il n'y a plus de culpabilité, plus de ressentiment, il y a l'intégration. L'âme se réconcilie avec sa propre histoire. À ce moment précis, la personne empathique ressent quelque chose d'inédit, une paix inexplicable. La paix ne vient pas des réponses, mais de l'acceptation. Il se rend compte qu'il n'a plus besoin de tout comprendre, il lui suffit d'être présent. Car le soi, comme l'enseignait Jung, est le centre silencieux qui observe sans intervenir, le point de rencontre entre l'humain et le divin. Et lorsque l'empathe accède à ce centre, le monde extérieur perd le pouvoir de lui nuire. Si quelque chose en vous a jusqu'à présent résonné en vous, c'est parce que votre âme reconnaît le chemin. Il ne s'agit pas de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais d'une cartographie de leur propre inconscient. Et chaque mot prononcé ici n'est qu'un miroir vous permettant de voir ce qui a toujours été là, caché sous des couches de douleur et de résignation. L'empathe, désormais éveillé, erre au milieu des ruines de ce qui fut. Chaque souvenir du passé devient un symbole. Les insultes deviennent des leçons. La manipulation devient un miroir. La solitude devient un temple. Il comprend que rien n'a été vain.
Chaque blessure ouvrait une porte sur la prise de conscience, et chaque chute le poussait plus profondément au cœur de son âme. Mais quelque chose l'attend encore, l'affrontement final. Non pas avec l'autre personne, mais avec l'ombre même qui l'a accompagné tout ce chemin. Elle s'approche une dernière fois, non plus en ennemi, mais comme une invitation, et il murmure « Es-tu prêt à te voir pleinement ?» À ce moment précis, la personne empathique a le sentiment que tout ce qu'elle a vécu l'a préparé à cet instant. Il n'y a plus ni peur, ni résistance. La livraison est possible, et c'est dans l'accouchement que commence la renaissance. Carl Jung a dit que aucune naissance spirituelle ne se produit sans douleur d'accouchement, et l'empathique, après avoir tant souffert pour les âmes des autres, donne maintenant naissance à lui-même. Il n'a plus besoin de demander le respect, car il est devenu le respect lui-même. Vous n'avez plus besoin de chercher l'amour, car vous êtes devenu amour en conscience. Et dans cette nouvelle vibration, l'ancien schéma se dissout. Le narcissique disparaît comme de la fumée, car son existence dépendait de l'inconscience de l'empathique. Le miroir est maintenant propre, et la réflexion est achevée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous aussi sentez que quelque chose en vous est en train de changer, qu'une vieille partie s'éteint et qu'une autre, silencieuse et lumineuse, commence à naître. C'est le point de non-retour, où la personne empathique cesse d'être simplement celle qui ressent et devient celle qui comprend. Mais une question persiste, sourde et dangereuse. La même question que Jung laisserait en suspens avant la révélation finale. Et si le véritable éveil ne consistait pas à trouver la lumière? Mais qu'en est-il d'apprendre à aimer sa propre part d'ombre? Il arrive un moment où la conscience cesse d'être une simple compréhension et devient décision. Car comprendre ce qui vous a blessé ne représente que la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à agir différemment à partir de maintenant. Et c'est là que le cheminement de l'empathe devient une pratique vivante. Carl Jung a dit que connaître ses propres ténèbres est la meilleure méthode pour faire face aux ténèbres des autres. Cela signifie que le véritable pouvoir de l'empathique ne réside pas dans le changement de l'autre personne, mais dans le changement de sa façon de réagir à sa propre douleur. Aujourd'hui marque le début de sa renaissance, le moment où la connaissance devient un chemin. Pour commencer, la première étape est simple mais profonde. Reconnaître ses limites comme un acte d'amour-propre. Non pas l'amour sentimental, mais l'amour mature, celui qui protège, sélectionne et filtre. Jung pensait que chaque âme a besoin de limites pour s'épanouir. Sans eux, l'empathique devient un terrain fertile pour le chaos émotionnel des autres. Alors, réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire non? Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé et êtes-vous pourtant resté? Aujourd'hui, l'exercice est inverse. Apprendre à faire une pause avant de répondre. Respirez. Demandez-vous, est-ce que j'agis par amour ou par peur de perdre l'amour? Cette simple question est le filtre entre un accouchement sain et l'autodestruction. La deuxième étape consiste à renouer avec son corps, car le corps est le traducteur de l'âme. Les personnes empathiques vivent tellement dans le monde émotionnel des autres qu'elles en oublient leurs propres sentiments. Mais le corps donne toujours des signaux d'alarme. L'estomac se noue quand quelque chose est faux. La respiration se raccourcit quand quelqu'un dépasse les bornes. Le cœur s'emballe quand un masque tombe. Jung disait que la psyché parle à travers le corps. Alors écoutez-le. Créez-vous des moments quotidiens de reconnexion. Marchez en silence, sentez votre respiration, touchez votre peau en pleine conscience. Ces gestes simples rétablissent le lien entre l'inconscient et le conscient. Et si votre corps était l'oracle silencieux qui a toujours essayé de vous avertir de ce que votre esprit a nié? La troisième étape consiste à retrouver votre énergie vitale. Pendant des années, l'empathique a vécu en servant de source d'énergie émotionnelle pour les autres, membres de sa famille, partenaires, collègues, voire même des inconnus. Mais l'énergie psychique est finie. Jung décrivait cela comme le principe de compensation. Lorsque l'on donne trop, l'inconscient le prend ailleurs.
C'est pourquoi de nombreuses personnes empathiques souffrent de fatigue, d'apathie ou de vide. La guérison commence lorsque vous instaurez des rituels quotidiens de recentrage. Écrire ce que vous ressentez, méditer, regarder le coucher du soleil, exprimer votre gratitude avant de vous coucher. Ce sont des actes simples mais symboliques, et les symboles sont le langage de l'âme. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un rituel. Il communique avec l'inconscient. Je suis de retour, je suis présent, je prends soin de moi. La quatrième étape consiste à redéfinir le sens de l'empathie. L'empathie ne consiste pas à porter le poids du monde, mais à comprendre sans tout absorber. Une personne empathique mature apprend à utiliser ce don sans se faire de mal. Quand quelqu'un vient le voir en souffrant, il ne cherche pas à le soulager. Il se contente d'écouter avec attention. C'est ce que Jung appellerait la compassion différenciée. Un amour qui comprend la frontière entre soi et l'autre. Si vous souhaitez vous entraîner, faites l'exercice quotidien qui consiste à observer une conversation et à remarquer où s'arrête la souffrance de l'autre personne et où commence la vôtre. En maîtrisant cette limite, vous vous libérez de l'obligation inconsciente d'être le sauveur. La cinquième étape consiste à reconnaître sa propre ombre avec tendresse. Oui, de la tendresse. Car les ombres n'ont pas besoin d'être censurées, elles ont besoin d'être écoutées. Notez tout ce que vous avez refoulé. Colère, envie, fierté, désir, peur. Lisez sans culpabilité. Ces émotions ne vous rendent pas moins spirituel, elles vous rendent humain. Jung disait que l'or se trouve dans l'ombre, car c'est là que dorment les parties de nous-mêmes qui ont été niées. Lorsque vous acceptez votre ombre, elle se transforme en force. C'est le moment où l'empathique cesse de se sentir coupable d'exister. Il se rend compte qu'il peut aimer et être ferme, qu'il peut ressentir et se protéger, qu'il peut être lumière sans nier l'obscurité. Et si la partie que vous avez le plus rejetée était précisément la clé de votre liberté. La sixième étape consiste à créer de nouvelles relations fondées sur la prise de conscience et non sur le besoin. Lorsque l'empathique s'éveille, il réalise qu'il ne souhaite plus de relations où il doit mendier le respect. Il recherche désormais des relations où la réciprocité est naturelle, où la présence est plus valorisée que le contrôle. Jung disait que les rencontres les plus importantes sont celles des âmes que l'on reconnaît avant même de se voir. Ainsi, lorsque vous rencontrez quelqu'un, demandez-vous « Cette rencontre m'enrichit-elle ou me restreint-elle » Si votre corps se tend, c'est votre subconscient qui vous alerte. Si le cœur s'ouvre, c'est le soi qui dit « Voici le chemin ». L'intuition est la boussole de l'empathique éveillé. Elle ne ment jamais, elle ne fait que murmurer. La septième étape consiste à pardonner sans revenir en arrière. Le pardon n'est pas la réconciliation, c'est la libération. C'est l'acte symbolique de libérer son âme de sa captivité. Quand on pardonne, on ne dit pas « ce que tu as fait était bien », on dit « ce que tu as fait ne me définit plus ». Et c'est dans cette libération que la personne empathique reprend le contrôle de son propre récit. Le passé cesse d'être une prison et devient un mythe personnel, l'histoire de quelqu'un qui a traversé les ombres et en est revenu entier. Carl Jung a dit que celui qui regarde son propre enfer en face ne craint plus l'enfer des autres. Et c'est ce qui se passe ici. L'empathique qui a survécu à l'humiliation, à la culpabilité et au rejet, porte désormais une lumière que le narcissique ne pourra jamais éteindre, la lumière de la conscience. Cette lumière ne brille pas pour afficher une supériorité, mais pour éclairer le chemin de ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres. Car chaque personne empathique guérie devient inévitablement un guide, pas seulement un enseignant, un exemple. Quelqu'un qui dégage une présence, parle avec âme et vit de manière authentique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous portez aussi cette force en vous. Et maintenant, il est temps de l'appliquer au monde réel. Créez votre propre espace intérieur, une routine de soins personnels, une liste de choses non négociables, une pratique du silence. Faites quelque chose de symbolique cette semaine.
Écrivez une lettre à la personne que vous étiez autrefois et qui implorait votre amour, puis brûlez-la comme un rite de passage. Sentez la fumée soulever le poids, parce que l'inconscient comprend mieux le langage des gestes que celui des mots. Et si vous commencez à avoir peur, souvenez-vous, la peur n'est que la frontière entre votre ancien vous et votre nouveau vous. La traversée est la seule solution. La personne empathique qui s'éveille ne perd pas sa sensibilité, elle gagne une direction. Il ne perd pas l'amour, il gagne en discernement. Il ne perd pas la foi, il y voit plus clair. Carl Jung murmurerait ici, « Vous n'êtes pas venu ici pour être compris. Vous êtes venu ici pour prendre conscience. » Et lorsque cette prise de conscience s'installe, tout change. Le temps ralentit, les voix extérieures perdent de leur importance et l'âme respire pour la première fois sans poids. Si cela vous a parlé, partagez dans les commentaires. Vous pouvez inclure votre nom ou rester anonyme. Ce qui vous a le plus marqué lors de ce voyage. Écrivez pour vous-même et pour les autres qui s'éveillent eux aussi. Laissez un j'aime si cette réflexion vous a aidé à vous reconnaître d'une manière ou d'une autre. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous. Ici, chaque mot est un miroir. Chaque histoire est une âme libérée. Nous évoluons ensemble, et votre présence fait partie de cet éveil collectif. Car il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'empathie et de douleur, mais aussi d'une histoire de prise de conscience, de renaissance et de liberté. Et maintenant, le miroir qui reflétait jadis les blessures se transforme en une fenêtre sur l'infini qui réside en vous. Respirez profondément, ressentez le silence qui demeure. C'est le son de l'âme qui rentre chez elle. Ce n'est que le début de votre éveil, et vous n'êtes pas obligé de le parcourir seul. Rejoignez-nous.